Vous écoutez On lit pour vous. Le coût humain du désengagement humanitaire international. Un texte de Marine Cornioux, paru le 25 juin 2026 dans Québec Science. En cessant brutalement de financer l'aide humanitaire internationale, les États-Unis ont contribué directement à la flambée des cas d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Et ce n'est que le début d'une longue série de désastres humains. En matière de maladies infectieuses, l'inaction coûte cher. Lorsqu'on baisse les bras sur les campagnes vaccinales, on voit réémerger des maladies presque disparues. Quand on abuse des antibiotiques, on favorise les bactéries résistantes. Et quand on supprime les équipes d'urgence et les centres de dépistage, on se retrouve avec des flambées épidémiques difficiles à enrayer. Pour les spécialistes de santé publique, il n'y a aucun doute. L'explosion du virus Ebola en mai dernier en République démocratique du Congo, RDC, est directement liée au désengagement des États-Unis dans la région. Dès son entrée en poste en 2025, Donald Trump a suspendu puis fermé l'Agence américaine pour le développement international, USAID, qui existait depuis 64 ans et soutenait des réseaux de surveillance des maladies. Dans la foulée, les États-Unis se sont retirés de l'Organisation mondiale de la santé. Ils en étaient le plus gros contributeur, assurant 15% du budget de l'organisme qui coordonne la riposte contre les épidémies. En RDC, ces décisions se sont traduites entre autres par le manque de fonds pour l'analyse des échantillons médicaux, par la pénurie de matériel de protection, par l'absence de spécialistes habituellement dépêchés sur place, avec, pour résultat, une détection bien trop tardive des cas. La RDC a l'un des systèmes de santé les plus précaires du monde. Il se classait deuxième parmi les pays les plus soutenus par l'USAID. Or, l'aide américaine y a été divisée par 66 en quelques mois. Les conséquences de ce retrait brutal s'étendent bien au-delà de la RDC et des questions sanitaires. Au total, 83% des programmes de l'USAID ont été abolis. Les 17% restants ont été transférés au département d'État américain. Concrètement, 10 000 projets dans plus de 100 pays ont pris fin, souvent du jour au lendemain. Ils visaient à prévenir et traiter le VIH-Sida, le paludisme, la tuberculose, ainsi qu'à lutter contre la malnutrition, à promouvoir la santé sexuelle et reproductive, mais aussi à soulager les victimes des catastrophes naturelles et à prévenir les conflits. D'ailleurs, une étude parue dans Science constate déjà une augmentation de la violence dans les régions les plus délaissées, victimes d'un appauvrissement immédiat. Les conséquences sur la santé ne se font pas attendre non plus. Selon le journal The Lancet, la dissolution de l'USAID pourrait entraîner 14 millions de décès évitables d'ici 2030, dont celui de 4 millions d'enfants, principalement en raison du rebond du paludisme, du VIH-Sida et de la dégradation des systèmes de santé. Fin 2025, on estimait déjà que 400 000 enfants avaient payé de leur vie les frais de cette décision populiste. La population américaine surestime considérablement l'aide étrangère, l'évaluant à 25% du budget fédéral, alors qu'elle en représentait moins de 1%. Les États-Unis ne sont pas les seuls responsables de cette immense crise. En 2025, 26 pays donateurs ont diminué leur budget alloué à la coopération internationale, et ce, en dépit des besoins croissants. À eux seuls, les 5 plus grands bailleurs du Comité d'aide au développement de l'OCDE sont responsables de 96% de cette diminution. Les États-Unis, moins 57%, l'Allemagne, moins 17%, la France, moins 11%, le Royaume-Uni, moins 11%,
et le Japon, moins 6 révèlent des données de l'OCDE publiées en avril dernier. C'est la première fois en presque 30 ans que ces donneurs retirent leur bille en même temps. Le Canada, 7e sur la liste, a aussi réduit ses fonds. Mais les coupes américaines sont celles qui font le plus mal, car notre voisin du Sud assurait à lui seul 42 % de l'aide mondiale avec un budget de 42,8 milliards de dollars en 2024, contre 900 milliards alloués à la défense à titre comparatif. Ces coupes ont eu un effet d'entraînement, l'heure étant davantage au réarmement qu'à la solidarité. En 2025, les dépenses militaires mondiales ont augmenté de 2,9 %. Il y a urgence à repenser le financement de l'aide au développement pour éviter cette dépendance excessive envers les 20 pays qui fournissent 97 % des fonds. Le milieu planche sur la question depuis des années, d'autant que le financement annuel atteint à peine la moitié des besoins établis par les Nations unies. Plusieurs pistes sont explorées, dont l'augmentation de la participation des entreprises privées et l'accroissement du nombre de pays contributeurs, ce qui demanderait aux nations occidentales d'accepter de partager la gouvernance politique avec d'autres pays, selon Pierre Micheletti, un médecin français spécialiste de la question. En attendant, rappelons-nous ceci. Loin d'être un acte de charité envers les 200 millions de personnes qui en bénéficient, la solidarité internationale contribue à la prévention de toutes les crises. Et les guerres et les virus ne se gêneront pas pour nous le prouver. C'était le coût humain du désengagement humanitaire international. Un texte de Marine Cornioux paru le 25 juin 2026 dans Québec Science. Des centaines de dollars dans vos poches. Un texte de Vincent Brousseau-Poliotte paru le 15 juillet 2026 dans la presse. Que diriez-vous si on vous donnait des centaines de dollars par an pour mieux consommer l'électricité à la maison, sans geler l'hiver ni subir les grandes chaleurs l'été? Tout ça en aidant ultimement à financer des services publics. Cette proposition alléchante, c'est celle que fait Hydro-Québec aux Québécois qui sont prêts à diminuer leur consommation sans réduire leur confort. Les Québécois sont de grands consommateurs d'électricité en raison du climat nordique et des tarifs d'électricité les plus abordables en Amérique du Nord. C'est donc un ajustement dans nos habitudes de mieux consommer notre électricité. Comment faire? Quels gestes doit-on prioriser? Est-ce vraiment de faire fonctionner son lave-vaisselle la nuit, comme l'a suggéré l'ex-ministre Pierre Fitzgibbon? J'en ai discuté avec Josiane Fortin, directrice principale, offre énergétique à la clientèle et tarification chez Hydro-Québec. C'est elle qui coordonne les programmes d'efficacité énergétique chez Hydro. Les Québécois qui veulent être plus sobres en matière d'électricité devraient se concentrer essentiellement sur 4 gestes. 1. Avoir une thermopompe et bien l'utiliser. L'idéal, c'est que personne au Québec n'achète de nouveaux climatiseurs. Plutôt que de vous acheter un climatiseur, achetez-vous une thermopompe, suggère Josiane Fortin d'Hydro-Québec. Cet appareil agit comme un climatiseur l'été et comme système de chauffage de la maison l'hiver. Certes, c'est plus cher, mais Hydro-Québec paie la différence de prix. La subvention va jusqu'à 6 700 $. Une thermopompe déplace la chaleur. L'hiver, elle utilise la chaleur de l'air ambiant à l'extérieur, il y en a dans l'atmosphère même par temps froid, pour chauffer l'intérieur. L'été, elle expulse la chaleur de l'air de la maison pour en refroidir l'intérieur. Pour chauffer l'hiver, une thermopompe est 3 fois plus efficace que des plaintes électriques.
Si on utilise correctement sa thermopompe l'hiver, ça veut dire en moyenne une réduction annuelle de 40 % de la facture totale de chauffage, donc de 20 % de la facture annuelle d'électricité. Voilà 300 $ par an dans vos poches. Actuellement, 38 % des résidences au Québec ont une thermopompe, selon Hydro-Québec. 2. Avoir un thermostat intelligent. Le thermostat intelligent du programme ILO permet d'économiser en moyenne 200 $ par an sur une facture moyenne de 1 500 $. ILO offre entre autres des rabais aux consommateurs exemplaires en période de grand froid quand chaque kilowattheure du réseau d'Hydro-Québec compte. Comment ILO réduit-il la consommation sans affecter le confort des occupants? En contrôlant mieux la température dans les pièces, en chauffant moins la nuit ou quand les occupants sont à l'extérieur. Le geste le plus important qu'on peut faire, c'est de réduire son chauffage en hiver, résume Josiane Fortin. Actuellement, 120 000 résidences sur 4 millions sont abonnées au programme ILO. Comme eux, vous pouvez économiser environ 200 $ par an. Recharger l'auto la nuit avec des bornes intelligentes. Pour réduire la pression sur le réseau en période de pointe, vaut mieux recharger son auto électrique la nuit à la maison avec une borne intelligente, suggère Hydro-Québec. On verra l'évolution des prix des véhicules électriques au cours des prochaines années. Mais celui des véhicules électriques à faible autonomie sera à parité avec celui des véhicules à essence dès 2027. À coût d'achat égal du véhicule, c'est très avantageux pour son portefeuille d'avoir un véhicule électrique car l'électron est beaucoup moins cher que le pétrole. Amélie Laframboise, consultante en énergie et en économie qui réalise des travaux pour la Fondation familiale Trottier, calcule qu'une personne économiserait environ 2 000 $ par an par voiture en troquant un véhicule à essence pour un véhicule électrique au même prix d'achat. 4. Mieux isoler les fenêtres. Les infiltrations d'air dans les fenêtres peuvent laisser s'échapper jusqu'à 25 % de la chaleur. Ça vaut la peine d'avoir des fenêtres bien isolées. Et démarrer le lave-vaisselle seulement la nuit? C'est une bonne habitude à prendre, mais c'est anecdotique sur l'ensemble de la consommation. Et les panneaux solaires? Ce n'est pas la priorité d'Hydro actuellement. C'est un marché intéressant dont on doit développer l'écosystème, dit Josiane Fortin d'Hydro-Québec. On anticipe toutefois qu'au début des années 2030, ça pourrait devenir plus intéressant sur le plan économique. Peut-être qu'en 2040, toutes les nouvelles maisons auront des panneaux solaires avec des batteries permettant d'emmagasiner l'énergie. L'efficacité énergétique n'est pas seulement rentable pour les consommateurs, elle l'est aussi pour Hydro-Québec. D'ici 2050, la société d'État devra doubler sa production d'électricité d'environ 200 TWh à 400 TWh pour répondre à la demande. Or, chaque nouveau kilowattheure coûte 13 cents à produire. Faire de l'efficacité énergétique coûte 3 fois moins cher, 4 cents le kilowattheure. C'est pourquoi Hydro-Québec a comme objectif de réduire la consommation d'électricité de 10 % entre 2023 et 2035. Ça équivaut à économiser 21 TWh, un tiers pour le secteur résidentiel, un tiers pour le secteur commercial et institutionnel, un tiers pour le secteur industriel, qui seront redéployés ailleurs dans le réseau pour faire face à la hausse de la demande. C'est très important de faire de l'efficacité énergétique pour réduire sa facture d'électricité et limiter l'impact des hausses futures, dit le professeur Pierre-Olivier Pinault, titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal. L'efficacité énergétique, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement, dit Josiane Fortin d'Hydro-Québec. La Société d'État investit 1 milliard par année pendant 10 ans en efficacité énergétique.
Elle paie des thermostats intelligents ILO à tous les clients qui en veulent, subventionne les thermopompes et les panneaux solaires, travaille avec ses clients commerciaux et industriels pour réduire leur consommation. Elle a aussi des programmes pour aider 150 000 ménages à faible revenu. Récupérer 21 TWH ne se fera pas en criant ciseaux. Il faudra changer certaines habitudes, mais ce sera payant en argent et en qualité de vie. Plus on a des bâtiments efficaces sur le plan énergétique, plus on aura des petites factures et surtout, plus on sera protégé lors d'événements climatiques extrêmes, dit le professeur Pierre-Olivier Pinault. Si on ne fait pas ces efforts-là, le réseau d'hydro sera plus gros et plus sujet à des défaillances. Et rappelons-nous que les actionnaires d'Hydro-Québec, c'est nous. Plus on fait de l'efficacité énergétique, plus c'est rentable pour Hydro, plus Hydro peut verser des dividendes à Québec, plus Québec est en mesure de financer nos services publics. C'était Des centaines de dollars dans vos poches, un texte de Vincent Brousseau-Pouliot paru le 15 juillet 2026 dans la presse. Quand les loisirs coûtent trop cher. Un texte de Marissa Groguet, paru le 9 juillet 2026 dans La Presse. Alors que le coût de la vie plus élevé force de nombreuses personnes à revoir leur budget, certaines doivent mettre de côté leur passe-temps. Qu'il s'agisse de cours de sport ou d'ateliers d'activités manuelles, l'impact sur le bien-être de la perte de ces loisirs n'est pas négligeable. L'autrice, Frédérique Marseille, a déménagé en région, en partie parce que le coût de la vie était moins élevé qu'en ville. Je me suis dit que j'allais vivre simplement, mais bien, raconte-t-elle. Mais dans les cantons de l'Est, ce n'est maintenant plus vrai que la vie est plus abordable. En fait, depuis 10 ans, Frédéric a déménagé 10 fois. Et presque chaque fois, il a fallu qu'elle emménage dans un espace plus petit et moins cher. J'ai dû me départir de tellement d'affaires, dont ses outils d'artisanat pour ses créations d'art visuel, son domaine d'étude. Même chose pour tout son matériel professionnel de couture. Finalement, ses instruments de peinture y sont passés et ont fini sur Marketplace. Je ne pouvais pas avoir autant d'objets dans un espace beaucoup plus petit. Et entreposer, ce n'est pas vraiment une solution. Ça coûte aussi cher qu'un loyer, affirme Frédéric Marseille. Frédéric ne fait plus de couture, plus de peinture. Maintenant, j'écris, parce que c'est l'affaire que je peux faire pour continuer à créer qui ne requiert pas de cossin, dit celle qui a publié en 2022 son premier roman « Sauf quand je suis un aréna ». Réduire ses dépenses. Frédéric Marseille a vécu la perte de ses passe-temps, mais elle a aussi observé le phénomène lorsqu'elle était propriétaire du centre d'escalade Backbone à Bromont. Le ralentissement économique post-pandémique a fait qu'on a déclaré faillite, raconte-t-elle. Venir au centre sportif, mettre 80 $ par mois pour faire de l'escalade, c'était rendu de l'ordre du luxe pour beaucoup. Les inscriptions ont chuté de façon draconienne. Le centre avait un espace café-bistrot, mais ceux qui venaient encore escalader ne consommaient plus sur place. Très vite, Frédéric et ses copropriétaires ont dû fermer l'endroit. Selon un sondage de la banque TD, publié en janvier 2026, 2 Canadiens sur 3 prévoyaient réduire leurs dépenses en 2026.
Les sacrifices budgétaires concernent d'abord les sorties au restaurant, 55 les achats dans les commerces de détail, ensuite 53 et en troisième position, avec 44 les loisirs. Comme avec le centre d'escalade de Frédéric Marseille, il y a quelques années, le chiffre d'affaires du professeur de tennis Alexandre Cormier chute en raison d'un plus faible taux d'inscription. J'ai beaucoup moins de nouveaux clients, confie celui qui offre du coaching privé et semi-privé depuis des années. Des gens m'écrivent, dit-il, je leur donne les prix et ils me disent qu'ils vont me revenir. Mais ils ne me reviennent pas. Une heure de cours privé avec lui coûte 65 $. Les tarifs VIP, comportant 6 heures de cours, 2 analyses vidéo et un rapport, reviennent à 480 $. C'est sûr qu'entre jouer au tennis et mettre un repas sur la table ou payer ton loyer, le choix est évident. Mais il faut une échappatoire dans la vie, un moment où tu peux tout oublier et juste avoir du plaisir, souligne Alexandre Cormier. Se redéfinir. Avoir une passion, ça apporte des émotions positives et ça a un impact sur notre bien-être psychologique à tous les niveaux de la vie, explique Robert Vallerand, professeur au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, expert de la psychologie de la passion. Ne plus avoir les moyens pour une activité qui nous passionne, c'est quelque chose de forcément difficile. Selon lui, toutefois, la chose à faire ensuite est de réfléchir, de se demander en quoi on est bon et ce qu'on peut faire d'autre en fonction de ses revenus. Les passe-temps sont importants pour le développement de notre soi, pour apprendre à se connaître. Ainsi, l'injonction financière de devoir se redéfinir par d'autres activités, moins dispendieuses ou gratuites, peut mener à la découverte d'autres passions, bien que l'abandon forcé d'un loisir ne soit pas facile. Chez Les Affûtés, où l'on offre divers ateliers, cours de cuisine ou de couture, formations artisanales et travail du bois, ou encore initiation à la rénovation, certaines activités ont aussi diminué, explique le fondateur Michael Schwartz. Mais la majorité de nos ateliers sont souvent des solutions pour économiser de l'argent in fine, soit en se formant à être autonome, soit en fabriquant soi-même un objet ou un repas dispendieux. Ainsi, les affûtés permettent d'être moins dépendants de la consommation traditionnelle, ce qui attire ces temps-ci plus de gens. Parfois, ça revient moins cher de le faire que de l'acheter, dit Michael Schwartz. Les gens font attention, choisissent plus prudemment leurs dépenses et décident de mettre leur argent sur des choses plus bénéfiques à long terme parce qu'ils recherchent un peu de sérénité, poursuit-il. En plus des entreprises comme les affûtés, il existe des activités d'artisanat diverses et gratuites. Michael Schwartz invite les gens à s'y intéresser et ainsi, quand c'est possible, joindre l'utile à l'agréable sans trop dépenser. C'était « Quand les loisirs coûtent trop cher », un texte de Marissa Groguet, paru le 9 juillet 2026 dans La Presse.
Les autres espèces humaines, premières victimes de la 6e extinction? Un texte de la rédaction paru le 8 décembre 2021 dans Québec Science. Homo neanderthalensis, Homo naledi, Homo denisovensis. Les anciennes espèces humaines maintenant disparues ont-elles été les premières victimes de la 6e extinction enclenchée par l'homme moderne, Homo sapiens? La question chicote certains paléontologues. Il y a plus de 40 000 ans, l'Homo sapiens cohabitait et parfois se reproduisait avec une dizaine d'autres espèces humaines comme l'homme de Néandertal. Mais partout où l'homme moderne a mis les pieds, les autres espèces du genre Homo ont fini par disparaître, si bien qu'aujourd'hui, il ne reste que nous et 7,8 milliards d'autres humains, tous descendants des premiers Homo sapiens. Pour certains scientifiques, la coïncidence est suspecte. Ils suggèrent qu'Homo sapiens aurait mené les autres espèces de la lignée humaine à l'extinction, comme il l'a fait pour les nombreuses espèces animales qui sont disparues à la suite de son arrivée sur de nouveaux territoires, comme les mégathériums en Amérique ou les moas en Nouvelle-Zélande. C'était le début de ce qu'on appelle la 6e extinction de masse. Mais pourquoi l'homme moderne aurait-il exterminé ses cousins? Le mot « exterminer » est peut-être un peu fort. En fait, c'est plutôt une compétition pour les ressources et les territoires de chasse qui aurait mené Homo sapiens à des conflits avec les autres espèces d'hommes alors que sa population ne cessait de croître. Et si on pense que les premiers hommes étaient plutôt pacifistes, détrompons-nous. De nombreux fossiles préhistoriques montrent que la violence était probablement monnaie courante à cette époque. Ötzi, un homme retrouvé momifié dans un glacier alpin, a par exemple été assassiné d'une flèche dans le dos, il y a 5300 ans. Dans cette lutte pour les ressources, l'apparition d'une culture commune et le développement de l'intelligence chez Homo sapiens auraient finalement fait pencher la balance évolutive de son côté. Des armes plus avancées, des stratégies d'attaque planifiées et coordonnées, l'exploitation de nouvelles sources de nourriture sont autant de facteurs qui l'auraient avantagé. Malheureusement, il est très ardu de prouver ces hypothèses. Pas facile de faire parler des fossiles vieux de plusieurs dizaines de milliers d'années, surtout quand il s'agit d'en apprendre plus sur les comportements humains à l'époque de la préhistoire. D'autres facteurs pourraient aussi avoir contribué au déclin des espèces humaines les moins adaptées. Par exemple, l'éruption du supervolcan Toba, il y a 75 000 ans, en Indonésie, aurait provoqué un hiver volcanique de plusieurs années, menant à l'éradication de presque tous les hommes, sauf une petite population d'Homo sapiens en Afrique. C'était Les autres espèces humaines, premières victimes de la 6e extinction, un texte de la rédaction paru le 8 décembre 2021 dans Québec Science.